l'anthropocentrisme et une vision plus intégrée des relations entre les êtres vivants. C'est ce que propose ce livre en forme de nouveau paradigme, grâce à une approche métabiologique du réel. Ce qui est proposé ici concernant les virus et le système immunitaire, leur structure dynamique et leurs fonctions extraordinaires de médiateurs intelligents entre les êtres, demeure un ensemble cohérent et fonctionnel pour la compréhension de ce que sont la santé et les maladies, leur origine et leur sens, les possibilités de conforter l'une et de dépasser les autres, selon les impératifs existentiels des différents moments d'une vie. C'est le fondement d'une nouvelle médecine, réellement holistique et évolutive. Là non plus, rien à ajouter. La vision d'ensemble est correcte, opérationnelle, dispensatrice de preuves quotidiennes de son bien fondé. J'ai donc laissé ce livre faire son chemin, comme on laisse un enfant grandir et vivre sa vie, avec vigilance mais sans ingérence, préoccupé par d'autres cheminements qui se sont depuis lors proposés à moi, comme le symbolisme, la psychologie des profondeurs de Carl Gustav Jung, ou la danse comme moyen de redonner vie aux corps aliénés par la peur et les interdits. Depuis 10 ans, le monde a changé et évolué, et avec lui tous ceux qui savent renoncer aux erreurs pour aller de l'avant vers d'autres expériences, d'autres errances, d'autres plongées vertigineuses dans les abysses de l'inconscient où gisent les germes des consciences à venir. Des myriades d'événements ont lieu dans l'univers, gigantesques ou dérisoires, dont la plupart d'entre nous n'auront jamais la moindre idée. Des maladies sont apparues, menaçant l'humanité et ses accompagnants domestiques, puis ont disparu mystérieusement dès qu'un holocauste animal ou un vaccin miraculeux a pu être imposé aux populations terrorisées. Depuis toujours, et pour longtemps encore, la peur nous a fait et nous fera admettre et commettre le pire. Le monde continue d'évoluer, mais dans l'ensemble, nous constatons qu'il est toujours livré à la violence, à l'obscurantisme des guerres religieuses, à l'avidité des luttes de pouvoir entre individus ou groupes d'individus dotés de croyances et confondant leurs croyances avec la vérité, et voulant à tout prix que leur vérité soit partagée par tous. Pour les plus éveillés parmi les humains, tout ceci n'a plus aucun sens. Ce sont les soubresauts du patriarcat à l'agonie, d'autant plus violents et meurtriers que cette mort est inéluctable et inacceptable par tous ceux, mâles ou femelles, qui ont fondé leur pouvoir sur l'absolue tyrannie des valeurs guerrières, sur le mépris et les négations des valeurs féminines d'ouverture, de patience, de réceptivité, d'intuition, de présence, de partage, d'écoute, de compassion. À l'heure où j'écris ces lignes, cette fin du patriarcat prend pour moi une forme très personnelle, celle d'un père en fin de vie, dans une société qui sait, mais à quel prix, pérenniser la vie des corps, mais sans donner aucun sens à cette survie, sans permettre qu'elle soit vécue dans la dignité. Cet acharnement très occidental et patriarcal à combattre la maladie et la mort comme s'il s'agissait d'ennemis, de non-sens, mais sans donner à ces jours, mois et années, d'autres valeurs que cette non-mort de corps martyrs, voués à l'humiliation des dépendances, des corps dont les seules valeurs furent celles du combat, de l'effort et du travail, des corps désormais vaincus et devenus inutiles, mais biologiquement vivants, où l'âme empoisonnée par la chimie substitutive se débat à tenter d'échapper à la honte des défaillances, des corps tyrannisés et tyrans de ceux, ou plutôt de celles, trop peu nombreuses et mal payées pour prendre soin de ces êtres soumis à l'ultime et impossible performance, ne pas mourir, survivre le plus longtemps possible pour optimiser les statistiques. Quel exemple pour les générations futures. Comment espérer que les jeunes acceptent d'entrer dans la vie, d'y prendre place, si les anciens refusent d'en sortir? Nous n'avons que faire de tous ces acteurs hyperactifs, possesseurs d'action, médecins et malades engagés dans le même défi surhumain de l'avoir. Nous voulons à présent des passeurs de vie, non plus actionnés, mais passionnés d'être simplement en vie. Au-delà de ce phénomène dramatique d'une société essoufflée, livrée à ses interminables agonies, je voudrais évoquer ici 2 exemples contemporains, 2 épreuves, 2 errances sur ce chemin parcouru ensemble,
qu'il nous faudra considérer avec lucidité et conscience pour aller au-delà et, si possible, en limiter les séquelles. Le premier exemple est celui de la généralisation prévisible, inadmissible, sur le plan de l'éthique, de l'identification électronique des êtres humains sur l'ensemble de la planète. L'identification généralisée des animaux domestiques est obligatoire depuis janvier 2008, imposée à coup d'abus de pouvoir et de mensonges médiatiques. Je renvoie le lecteur à un article inclus ici en annexe « Nos chiens et leurs puces ». À chacun de se renseigner et de peser lucidement les conséquences d'une telle aberration. Le second exemple, lié directement au thème de ce livre et aux relations entre le masculin et le féminin, est celui du vaccin contre le cancer du col de l'utérus. 3 aspects sont à considérer comme démonstration de nos difficultés à aller au-delà de nos peurs, à accepter plus de responsabilités dans nos actes et au final à élargir notre conscience. D'une part, on pérennise l'acte vaccinal, considéré comme seul recours possible malgré les preuves accumulées de son inefficacité et de ses dangers. Le vaccin diffuse des informations erronées, biologiquement perverses, qui sont à l'origine de nouveaux dysfonctionnements neuro-endocrino-immunitaires, de nouvelles formes de la maladie chronique qu'il nous faudra contrôler par des moyens de plus en plus agressifs et lourdement invalidants. D'autre part, on pérennise l'erreur de considérer la maladie comme résultant soit d'un mauvais gène, prédisposition perçue par l'inconscient comme une malchance, une malédiction, soit d'un mauvais microbe, ici un virus forcément parasite et férocement pathogène. Ce virus étant transmissible sexuellement, sa présence menaçante est psychologiquement un excellent moyen d'entraver une liberté sexuelle qui pourrait nous amener à considérer d'autres valeurs existentielles que le combat et l'accumulation compulsive de biens matériels. La morale est donc sauve. Enfin, c'est une fois de plus le féminin qui se trouve aliéné, le corps instrumentalisé et soumis à la dictature d'une vision du monde exclusivement masculine. La découverte du corps sexué grâce au désir et au plaisir est ici remplacée par la découverte précoce, dès l'adolescence, d'un danger intimement lié au fait de devenir homme et femme, au fait de désirer l'autre comme un trait différent, mais essentiel à notre épanouissement. L'union sexuelle est menace de mort avant même d'être promesse de vie. Or, le cancer du col de l'utérus est-il d'origine virale? Évidemment non. Je propose ceci, le virus, s'il existe, n'est ici qu'un agent de régénération dans la phase qui suit la résolution d'un conflit de nature psycho-émotionnelle. De quelle nature est ce conflit? Évidemment lié à la vie sexuelle, plus précisément aux besoins très naturels de rapprochement sexuel, la précocité et la fréquence des rapports, la façon dont ils sont vécus dans une société où la sexualité, en partie libérée des vieux interdits imposés par la morale bourgeoise et les religions, s'est trouvée de nouveau compromise par l'émergence providentielle de redoutables virus venus à point nommé relancer peur et culpabilité dans ce domaine à l'évidence trop féminin et opposés aux valeurs de travail sur lesquelles se sont construites les sociétés patriarcales. Pourquoi une fois de plus est-ce le corps féminin qui se trouve soumis à la dictature médicale? L'émergence actuelle, après des millénaires d'oppression, des valeurs féminines chez les hommes comme chez les femmes, est l'un des signes, ou plutôt le signe, d'un changement radical dans les sociétés humaines. Cette émergence terrorise tous les pouvoirs, tous les intégrismes. Elle signale l'inéluctabilité du retour à l'équilibre des polarités yin et yang, ce que Jung nommait symboliquement le mariage alchimique de l'anima et de l'animus. C'est bien sûr absolument irrationnel, mais l'humain est pour une bonne part irrationnel, et le déni de cette dimension est pour beaucoup dans nos problèmes, nos maladies actuelles. Ce que l'on nomme cancer du col de l'utérus est vraisemblablement en relation avec un vécu de frustration sexuelle dans un contexte de culpabilité, en cours de résolution dans la phase d'activation du virus, s'il existe. Le meilleur moyen d'éviter une maladie du col de l'utérus n'est pas de vacciner, mais de prendre le temps de vivre, de respirer, de faire l'amour avec plaisir, sans peur ni culpabilité, sans considérer inconsciemment les virus et toutes les maladies
comme les conséquences et les punitions du plaisir de vivre. L'émergence actuelle, après des millénaires d'oppression, de la sensualité féminine, chez l'homme comme chez la femme, est le signe d'un changement radical dans les sociétés humaines. Il ne restait plus qu'à inventer un vaccin contre le désir et le plaisir de vivre, et c'est à présent chose faite. Excellente lecture à tous. Eric Ancelet, octobre 2008.